Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Celticos et bienvenue à bord du Nicolas qui va être le héros de cette vidéo puisqu'on va voir deux batailles avec ce destroyer rang 5 de l'arbre technologique. Avant de commencer, je voudrais apporter une petite précision historique, comme disent les Anglais, une disambiguation, c'est-à-dire qu'on va éviter d'être ambigu et casser une ambiguïté. Parce que Wargaming n'a pas simplifié les choses avec le Nicolas sur le plan historique. Et je vais m'expliquer. Quand on promène le curseur sur la fiche sur le Nicolas, voilà, on apprend que l'année du projet est de 1919. C'était un navire qui avait été développé, dont les plans ont été développés pour en faire un destroyer de commandement. Or, il se trouve que le Nicolas était... comment dirais-je, ça laisse supposer déjà que ce Nicolas-là n'a jamais existé, ce qui est le cas. Or, le problème, c'est qu'il y a deux Nicolas qui ont existé dans l'histoire des destroyers américains. Et il y en a un qui a disparu dans les années, en 1919, qui a été détruit en 1919 à la suite d'un tragique accident, l'affaire du Honda Point. Le Honda Point, c'était une histoire qui s'est passée à, comment dirais-je, en Californie, où un certain nombre de destroyers, 7 pour être précis, un peu plus même, mais 7 ont destroyé, d'une escadre complète a disparu au large de la passe de Honda Point, prise dans du brouillard, et se sont fracassés dans les rochers. Ils ont perdu quand même, c'est le plus gros, d'après les sources que j'ai trouvées, c'est le plus gros désastre de la marine américaine en temps de paix. Perdre 7 destroyers, qui étaient le fleuron de la technologie américaine à l'époque, c'était assez considérable. 7 destroyers d'un coup. Le Nicolas ne faisait pas partie des 7, il s'est fracassé dans les rochers un tout petit peu plus tard en rentrant au port après avoir été très abîmé durant cette tragédie. Or, le problème, c'est que ce n'est pas ce Nicolas que vous avez sous les yeux. D'ailleurs, je vous le prouve, je vais vous montrer la photo. Et voilà. Et le Nicolas qui a disparu à l'affaire de Honda Point était un Clemson, un classe Clemson. Il appartenait à la classe Clemson. Le Nicolas qu'on a sous les yeux, et là c'est là qu'il y a une ambiguïté, parce qu'on nous dit que c'est un projet de 1919, mais quand on regarde bien, ce Nicolas-là a une très forte parenté avec le Benson, qui est beaucoup plus ancien, beaucoup plus récent dans le temps. Il a une certaine... et il est de 1940. Alors, de deux choses l'une. Oui, ils se sont gourés dans les dates, et ils ont effectivement... Parce qu'il y a vraiment eu un Nicolas dans les années 40 qui était un classe Fletcher. Je présume, moi, qu'ils ont voulu faire une côte mal taillée, ils ont repris des plans approximatifs. Alors, ce sont probablement des plans historiques, parce que Wargaming, même si on se moque un petit peu de leur côté non-historique et de leur côté casual par moment, prennent des libertés avec l'histoire, ils en prennent, mais pas tant que ça. Donc là, je pense qu'ils ont dû prendre de réels plans. C'est-à-dire que dans les années 1919, 1920, les Américains avaient déjà les plans pour des navires qui allaient sortir 30 ans ou 20 ans plus tard, à savoir les Clemson. J'ai pas le Fletcher, je peux pas vous le montrer, mais le Benson est assez proche visuellement du Fletcher. Le Benson, le Marin, le Farragut, tous ces navires-là se ressemblent passablement. Avec les deux cheminées, l'agencement des canons est sensiblement le même. Je dis bien l'agencement, je dis pas le calibre. Mais l'esprit est à peu près le même à partir du Nicolas dans l'arbre technologique. Ce Nicolas-là n'a donc jamais existé, et je tenais à le préciser. Néanmoins, ça reste un projet. Il était fait pour être un destroyer de commandement, donc un commandant d'escadre. Voilà, cette précision apportée, elle n'apportera rien de plus que la connaissance, et puis de savoir que on part en bataille avec le Nicolas de Papy pour commencer. Et tant que j'y suis, petit avertissement, les images que vous allez voir sont déconseillées à notre jeune public. En effet, ne reproduisez pas ce que vous allez voir dans votre salon, c'est extrêmement dangereux. Il faut réellement
être un inconscient pour jouer le Nicolas comme Papy va le jouer sous vos yeux. C'est parti, on est parti en bataille. Et nous sommes partis, nous sommes sur la map ligne de faille, côté sud, en mode capture de base, avec le Nicolas de Papy donc. Et on va voir la tactique utilisée, très peu de DD, 3 contre 3, enfin très peu non, un nombre cohérent on va dire, 3 contre 3. Mutsuki T22 Aigle contre chez eux Gae2 Nicolas Kamikaze. Je trouve que c'est assez bien équilibré en termes de DD. On a un véritable contre-torpilleur, une sorte de navire polyvalent et les torpilleurs, le Kamikaze d'un côté vert, le Mutsuki côté rouge. Il faut faire très attention aux croiseurs. Ils sont que 4, mais ils font tous très mal. Très fort reload pour Nuremberg et Omaha. Petit reload, un long reload, mais très gros dégâts pour Furutaka et Kirov. Enfin, les cuirassés font aussi très mal. Nuremberg, Fuso, Bayern et Normandie, c'est du tier 6. Et Papy est en tier 5. Allez, il est parti faire du spot. Il n'a pas pris au large, comme moi je le fais habituellement pour prendre du spot passif. Il est beaucoup plus agressif que moi sur ce coup-là, puisqu'il longe la côte. Alors là, évidemment, s'il se retrouve nez à nez avec quelqu'un, il a toujours la possibilité de piquer sur la droite. Mais visiblement, il n'a pas franchement peur. Voilà, il y en a un qui est repéré. Hein, il l'a vu, et pour son malheur, c'est l'aigle. C'est un très gros chasseur de DD, l'aigle. C'est presque un mini-croiseur. Papy reste intelligemment hors d'atteinte, vous voyez, il évite d'être repéré. Par contre, il a repéré que le Furutaka était en train de piquer du nez vers lui. Donc il se précipite, ça y est, les repérés radar. Enfin, repéré sonar, plus exactement. Voilà, Nuremberg, qu'il a vu, il est vraiment tout près de Nuremberg. Là, c'est très ennuyeux, parce que Nuremberg est très gros reload. Vous voyez, et il n'hésite pas à s'en servir. Par contre, ouais, il se sert aussi de ses torpilles, c'est bien, mais c'est pas très malin de sa part, il prend d'énormes risques. Je sais pas pourquoi le Nuremberg a fait ça, mais voilà. Voilà, premier sang. Et la sortie à Nuremberg particulièrement bizarre, on va dire, pour pas être désagréable. Là, il part à la chasse au Mutsuki et il est vrai que le Nicolas est vraiment fait pour ça. C'est vraiment le prédateur naturel des destroyers japonais et des porte-torpilleurs japonais. Le Mutsuki qui s'arrête. Non, il va redémarrer. Je crois pas qu'il ait intérêt à s'arrêter. Surtout avec le reload et à 4 km seulement de Papy à 4 km. Allez, Papy vient le chercher. Je pense que le Mutsuki ne s'attendait pas à ce coup-là. Il va peut-être tourner pour essayer de flanquer ses torpilles sur Papy. Et c'est là-dessus que compte Papy en lançant ses torpilles de cette manière. Il n'y a pas que le Mutsuki n'a que 2 canons. Un devant, un derrière. Et que, en termes de réponse canonnière, on va dire. Voilà, il l'a sorti au canon. Il éteint son incendie. Il est focus par qui? C'est l'aigle qui lui tire dessus. Et le Gae2 vient l'aider quand même, il serait temps. Mais il a pris très cher. Par contre, il fait du spot, il est au milieu. Il est vraiment à un endroit particulièrement intéressant parce que on remarque qu'il va pouvoir spotter à peu près tout le monde. L'aigle se débrouille très bien. Il vient de sortir le Gae2, mais il s'est fait sortir par les Gae2, donc finalement il se débrouille pas si bien.
Ben voilà, ben là, il va faire du spot sur la base ennemie. L'ennemi qui a pas trop poussé et qui a déjà perdu 6 navires après 5 minutes de jeu. C'est vraiment pas une bataille, c'est une mise à mort. Déjà 2 kills pour Papy. Ben, c'est parfait, hein. Maintenant, s'il allait chatouiller un peu la base ennemie. Seulement 27,8 de dégâts, on pourrait croire qu'il a fait beaucoup plus. Pourtant, je suis à peu près sûr qu'il est très haut au classement. C'est pas un, pour l'instant, c'est vraiment un boulot de travailleur de l'ombre, dans le sens où il fait en fait son boulot. Il fait le boulot du contre-torpilleur, c'est-à-dire qu'il a sorti un DD, il est allé faire du spot, il a sorti un croiseur à bout portant. Voilà, quoi, je veux dire, il va pas chercher la base, il va aller taquiner les cuirassés qui sont, il va les prendre à revers, et ça c'est pas mal, ça c'est bien. Après, évidemment, il y a un Normandie, il va falloir se méfier. Le New York, il doit pouvoir arriver à le surprendre. Je crois qu'il y a un New York qui est juste derrière, et il doit pas être très très loin d'être à portée. Non, voilà, il n'est pas encore tout à fait à portée. Par contre, les salves de torpilles risquent de faire très mal au New York. Par contre, vous voyez, il est vraiment à la limite de la détection. D'ailleurs, il est détecté plus loin que sa portée de torpille, ce qui fait qu'il n'a aucune marge de manœuvre. Il est obligé de rester au canon. Et il oblige New York à virer à droite. Donc là, ça ne sert à rien. Les torpilles ne viendront pas. Avec le New York commette l'erreur de vouloir le rusher. Auquel cas, il va tourner à gauche et se jeter dans les torpilles. Mais je pense pas que les torpilles viendront atteindront le New York. Il est trop loin. Et d'ailleurs, je pense qu'il est en train de tourner légèrement sur sa droite pour éviter précisément les torpilles potentielles d'un... Non, il continue tout droit. Bon, il s'arrête, même il ralentit. Vous voyez, il tire sur Papy, donc il l'a bien repéré, mais il n'y a pas de problème. Mais je suis sûr que les torpilles vont dépoper. Voilà, elles ont dépopé. Le Normandie, lui, a fait demi-tour. Ce qui va perturber le New York, à mon avis. Il va pas savoir s'il doit attaquer, ou du coup, il va plus pouvoir attaquer. Ce serait se jeter sur le cuirassé et le croiseur qui sont au sud, qu'on voit sur la minimap, au sud. Donc, il faut anticiper ce genre de mouvement. Voilà, Normandie a été sortie au canon par un New Mexico. Donc maintenant, le New York, voilà, de toute façon, la bataille est quasiment morte. Hein. Et New York est encerclé de toutes parts. Et Papy pourrait peut-être... Non, toujours pas. Les torpilles sont trop loin. Enfin, la portée est pas assez importante. Le New York est en train d'engager son virage vers tribord. Et, bon, mais de toute façon, il peut plus s'enfuir maintenant. Ils n'ont aucune chance de toucher les torpilles. Je pense qu'il veut faire peur. C'est plus un tir des frustrations parce qu'il voit que le New York voilà, là, le New York va sortir. Alors, il n'y a même pas besoin de... Bon, c'est un tir de frustration, on va dire. Et maintenant, il n'y a plus qu'à aller chercher... le cap, hein, ou alors le porte-avions peut-être. Qui semble... Théoriquement, si le porte-avions, usuellement, il y a deux possibilités. Il est en B4, ou alors il est du côté de A8. Mais il peut être aussi du côté de C8, de C9. C'est les trois places habituelles du porte-avions. Et vu la manière dont arrivent les torpilleurs, je parierais plutôt pour A8. Pour ouais, A8. A8. Ah, quoique. Non, les torpilleurs repartent vers le nord-est. Et le porte-avions.
S'il n'est pas trop cloche, on aura déjà engagé sa fuite. Une partie, on a roulé sur l'ennemi, quoi. Bah, ils ont roulé sur l'ennemi. Moi, j'y suis pour rien. On l'a surtout vu dans cette bataille qui paraît assez anodine, hein. Mais je tenais à la montrer parce qu'on a surtout vu comment rester vivant avec un destroyer où il a engagé quand même un Nuremberg, un Aigle et un Mutsuki. Les 3 navires qu'il a engagés, Mutsuki, vous pouvez lui faire marquer à la torpille, c'est vrai. Mais l'Aigle et le Nuremberg auraient, dans le meilleur des cas, dû de sortir. Ils avaient l'avantage. Et Papy a montré comment rester vivant. Donc, ça vous donne une idée du travail qu'il y a à faire si vous attaquez les DD. Alors, il va participer à la capture de base. Et on va... Ouais, je pense que la bataille va s'arrêter là. Ouais, le porte-avions, visiblement, il est là où j'ai dit. Il est même peut-être en train de descendre vers la petite île qui est complètement à l'ouest, à l'est, là-bas. Il a peut-être engagé même sa fuite. L'Oman, il va même pas. Ah, il est repéré. Il s'attaque à lui ou à l'Oman? Ah, il s'attaque à l'Oman. On va voir si les torpilles... Oh. Les torpilles sont bonnes. Bien, pas mal. Une. Ouais, je crois que l'Oman est mort, hein. Merci, au revoir l'Oman. Bien joué le porte-avions. Mine de rien, le tuyau. Il a fait ses 2 kills. Ça aurait été le plus actif avec le Bayern, chez les Rouges. Mais l'équipe qui aura été un peu dévastée, hein, quand même, hein, par les Verts. Ah, Papy ne reste pas dans le cap. Il essaye d'aller chercher quand même le porte-avions, même si je pense qu'il a bougé. Il sera probablement pas resté derrière l'île. On va voir qui c'est qui a de l'instinct. Si Papy a de l'instinct. Papy semble penser qu'il est resté derrière l'île et qu'on va pas tarder à le voir, mais pour moi il a bougé. Et là, c'est lui qui va avoir droit au torpilleur. On va voir ça. Et s'il est passé inaperçu? Ou est-ce que le porte-avions doit considérer qu'il n'a pas de... Il ne court pas de risque. Il ne se fera pas rattraper. Je m'étonnerais, ou alors il a vraiment négligé. Hein. Mais il l'avait vu, par contre, il était repéré. On va lui rendre la main pour voir son angle de visée. Vous avez une idée de la manière de viser. Ah, il met un incendie, c'est bon ça. Lui s'enfuit, mais il est vraiment pas à la vitesse, il a vraiment pas les moyens de s'échapper. Papy qui doit avoir un œil sur le minimap, il voit que les avions arrivent, rentrent. Donc il doit attendre la prochaine sortie. S'il pouvait couler le tuyau avant. Non, là, j'y crois pas une seconde de torpille, moi. Ou alors c'est... Ah oui, il tourne. Il est en train de tourner très légèrement.
Ouais, les torpillons sont pas mal. Il va, il va y arriver. Ah ouais, j'y croyais pas, j'ai eu tort. Citadelle en plus. Voilà, ça c'est bien. Excellent. Reste le fuseau. Au final, ça aurait été une bonne bataille pour lui, hein. Même s'il y a eu une période assez longue où il s'est rien passé. Entre le New York et le Zuyo, il y a une longue séquence où il a fallu meubler. Alors, est-ce qu'il s'attaque au fuseau en essayant de mettre un incendie? Il a mis son nuage de fumée. Le fuseau a intelligemment tiré, mais Papy a encore plus intelligemment fait marche arrière. Il essaye de mettre un incendie, c'est compliqué. Fuseau qui essaye de se battre comme il peut, mais bon, bien sûr, il n'y a plus beaucoup de suspense. Ah, il y a un incendie. Ah, dommage. Allez, fin de la bataille. Retour sur le Nicolas pour... enfin, le mien. Hein, retour sur mon Nicolas, mais bon, c'est le même. Hein. Autrement, c'est pas le même camo, c'est tout. Alors, les écrans de la bataille. C'est une victoire. 3112 points d'XP, 156 XP libres. Premier 100. Et une frappe dévaste. 70 000 de dégâts pour un tier 5 en DD, c'est énorme, surtout qu'il est resté vivant. 131 coups au but au canon, assez cohérent. 2 torpilles au but, une inondation, une citadelle, mais c'était sur le porte-avions, ça compte pas. 6 incendies. 6 incendies, ça nous fait un petit 3%, ouais, 2% pour 2,5% de chance d'incendie. C'est pas terrible quand même, hein. C'est clairement pas terrible. C'est pas de sa faute. 1533 points d'XP de base, c'est-à-dire 400 points de plus que le Bayern qui est mort et que le Numex qui était toujours vivant. Il n'y a que 3 de ces membres de ton équipe qui ont dépassé les 1000 points d'XP, preuve qu'effectivement ils ont réellement roulé sur l'ennemi, ils n'ont pas eu le temps de faire beaucoup de dégâts. Donc 27 000 sur le fuseau, 20 000 sur un Nuremberg et 7 000 sur le Mutsuki qui l'a coulé. 12 000 sur un New York, là c'est pas mal du tout. D'ailleurs on voit comment dirais-je, il nous a mis le panneau de l'artillerie, des dégâts qu'il a fait navire par navire à la HE. Donc c'est les obus qui ont touché. Donc 47 000 de dégâts avec sa HE. 198 obus tirés, 132 qui sont arrivés. Ça, c'est correct hein, comme ratio, c'est superbe même. 17 000 de dégâts à la torpille, 5 000 de dégâts aux incendies. Il a parcouru 86 km, il a pratiquement fait un tour complet de la map. Hein. Enfin, les deux tiers de la map, il a couvert, presque les 3/4 même. Et il n'a tanké que 460 000, c'est étonnant, j'aurais cru plus. Bon, ils ont quand même pas mal tiré dessus. Mais enfin, comme c'était surtout l'aigle qui lui a tiré dessus, que l'aigle ne faisait pas beaucoup de dégâts dans ses... Il n'était pas premium au moment de cette bataille, ce qui fait que son commandant n'a pris que 3112 points d'XP. Voilà pour cette bataille. Allez, on est parti. Et pour cette bataille, nous sommes toujours avec un Nicolas, cette fois avec Polon. Alors on connaît, hein, Polon, pour ceux qui viennent sur la chaîne. Ce sera quand même une surprise si vous suivez ses aventures régulièrement, de le voir à bord
contre-torpilleurs américains, c'est pas le type de contre-torpilleurs qu'il affectionne. Il leur préfère les Russes et les Allemands, clairement, mais il est au rang 10 pour l'un et au rang 8 ou 9 pour l'autre. Donc ouais, voilà quoi. Donc il s'est pas tardé sur les contre-torpilleurs américains, il s'y attaque maintenant. Bon, il s'est un petit peu amusé avec le Clemson, il peut passer au Nicolas. Alors, cette bataille n'a rien d'exceptionnel, je vous avertis tout de suite, mais on va voir stratégiquement comment utiliser un contre-torpilleur sur cette ligne de faille, surtout quand on n'a aucun support. Il est possible, parce que ça c'est une des gros problèmes sur cette bataille, c'est justement, surtout quand on attaque le cap C, comme on voit ici, c'est aller chercher le cap C et ne bénéficier d'aucun support, ou si peu. En effet, en fait, il va juste profiter et bénéficier du support d'un des deux porte-avions, le Zuillon. Vous savez que quand il y a deux porte-avions, ou quand il n'y en a qu'un, très souvent, le porte-avions, il y en a toujours un, de préférence un vert d'ailleurs, qui essaye de régner sur ce cap C, de nettoyer ce cap C. Alors, généralement, c'est pour supporter un push de la flotte verte sur ce point C, mais là, il n'y a pas de push. Les croiseurs, vous pouvez le constater, n'appuient pas du tout Polon. Et Polon tombe sur le Nicolas en face. Il n'y a que 2 DD, de part et d'autre. Et dans les deux cas, c'est un Nicolas et un kamikaze. Par contre, il faut qu'il fasse très attention, parce que le Furutaka est diaboliquement précis. À défaut d'avoir un reload de chasseur de DD, il y a plus un reload de cuirassé. Mais il reste extrêmement précis, comme tous les croiseurs japonais. Donc il faut qu'il fasse très attention de ne pas s'en prendre, parce que c'est vite fait. Furutaka aura très vite fait du faire très mal. Alors, on voit que Polon n'a pas cherché à insister. Il aurait été inconscient d'ailleurs. Il y a quand même le Nicolas, plus le Furutaka, plus un Krusty Kreme. Ça fait quand même beaucoup de monde. Et il n'insiste pas. Il fait du spot. Il perturbe la conquête du spot rouge. Donc le spot C par les rouges. Mais il n'insiste pas. Le Furutaka, lui, qui a très peur des torpilles. Et Polon engrange des points d'expérience, parce que là, il vient de récupérer le cap. Alors, il a perdu un peu de points de vie, mais rien de bien méchant. Et il fait des choses qu'on a un petit peu de mal, et moi le premier à faire quand on est en DD, c'est d'abandonner. Quand il n'y a pas de support, il n'y a pas de honte à s'enfuir. Et il y a quand même quelqu'un qui est en train de râler. Je sais que je serais à sa place, je râlerais pareil, en tout cas. Probablement pas dans le chat, mais je râlerais pareil à regarder comment l'équipe s'est déployée. Et vous voyez que l'équipe s'est déployée de façon assez bâtarde. Et on sent très nettement que si les Verts veulent gagner, il va falloir qu'ils bénéficient de l'inspiration, j'ai bien l'inspiration stratégique de certains d'entre eux. Parce que c'est pas un mouvement collectif qui va les faire gagner. Ils sont à un endroit où ils ne peuvent tirer sur personne. Regardez les cuirassés. Ils sont sur la ligne G, au milieu de nulle part. Ils peuvent tirer sur personne. Il y a un cuirassé et un porte-avions qui sont paumés en colonne 2 et 3. Qui risquent fort de se faire dépoper. Les rouges, eux, ont gaspillé un DD et probablement le Krusty Kreme pour capturer C. Et je suis à peu près sûr que le Furutaka devrait achever la capture de C. Il craint pas grand chose, à vrai dire. Et maintenant, Polon, qui a la suite dans les idées, retourne sur C parce qu'il a très bien compris que le Furutaka va repartir vers le nord. Il a vu qu'il y avait 2 cuirassés rouges avec le Furutaka, mais ils semblent se diriger eux aussi vers le nord. Ils vont pas foncer vers le sud. Ils savent qu'il y a tous les cuirassés,
un certain nombre de cuirassés verts qui sont là, à les attendre. Donc ils vont probablement pas rester. Mais c'est vrai que le déploiement des verts est très curieux. Le type qui rate dans le chat, même s'il est un petit peu casse-pied, il n'a pas forcément tort. Effectivement, les rouges font demi-tour. Ils vont repartir vers le nord. Et le type qui râle est en Koenig, c'est-à-dire qu'il est derrière. Il fait partie de l'équipe qui... Il est où le Koenig? Il est où le Koenig? Ah, il va être au fond là-bas. Ouais, il est tout seul avec le porte-avions, il s'est un peu isolé. Mais il est en train d'analyser la situation et c'est vrai que... Bon, moi je trouve que cette position verte est particulièrement dangereuse. Alors, New York est rouge qui essaie de remonter sa vie, il est descendu à 40 points de vie. Et là il a repris un incendie apparemment, il s'en sortira pas. Ouais, ça, voilà, c'est fini. À l'incendie, le Marblehead de la sortie. L'ami Polon qui capte. Mais il capte pas tout seul. Donc Karlsruhe a fini par le suivre. Et là, on est bien sûr dans un déploiement stratégique pur. Il a fait que 17 000 de dégâts, ce qui est pas du tout beaucoup pour lui. À l'arrivée, les rouges sont coupés en deux, puisqu'au nord-est, il y a deux cuirassés, enfin un cuirassé, un croiseur qui s'enfuit, et ils perdent encore des navires. Et de l'autre côté, ben, ils sont en train de perdre leur premier porte-avions, et ils vont perdre probablement le Koenig qui râle beaucoup, qui est tout seul maintenant. Là, j'ai du mal à imaginer ce que pense Polon. Est-ce qu'il va aller chercher oui, il est à l'autre bout de la map, mais enfin bon, c'est faisable. Ou est-ce que déjà il a dans l'idée d'aller chercher le cuirassé ou le croiseur qui, comment dirais-je, qui sont au sud, là-bas, qui sont allés chercher le porte-avions, et le cuirassé qui s'était isolé. En tout cas, on a assisté à une petite croisière, pour l'instant. Voilà, le type qui râlait beaucoup, il est mort. Mais il était tout seul, en même temps. Il n'a pas été suivi par la flotte, qui a fait demi-tour. On le croise souvent, les cuirassés qui s'en vont sur A, et puis brusquement qui regardent leur minimap et qui s'aperçoivent que toute la flotte a fait demi-tour et est partie se mettre dans une position bâtarde, voire sur C. Et résultat, il se retrouve tout seul, comment dirais-je, consciencieusement pilonné par 3-4 navires qui sont là, qui en demandaient pas tant. Alors c'est pas une bataille exceptionnelle, j'en conviens, mais c'est intéressant de voir stratégiquement, qu'il n'y a pas qu'à nous que ça arrive même aux meilleurs, c'est trop long, de ne pas être suivi, d'avoir une équipe absolument lamentable, qui profite à plein de la stratégie des 2 DD. Les 2 DD ont fait le boulot, parce que le kamikaze a coulé son navire, il a capé B, Polon a capé C, il a encore coulé aucun navire, gageons qu'il va en couler un, et voilà quoi. Et les porte-avions, le tuyau qui reste, qui est rentré sur C, qui a fait le boulot, ils sont 3 à avoir fait le boulot dans cette équipe. Ils sont 3 et... Comment dirais-je, il y a un Bretagne qui a vaguement coulé, je pense, le New York. Non, c'est le Marblehead. En plus, il a été coulé. Il a vaguement coulé un navire. Mais on ne peut pas franchement parler de mouvement stratégique, d'esprit d'équipe, etc. Donc, j'ai vu Polon a plus ou moins dirigé son étrave vers un Kongu qui est en train de remonter. Voilà. Alors, voyons comment il va faire, parce que je rappelle que le Nicolas a 4 sets de torpilles, 2 de chaque côté. Alors voyons comment il va faire. Le Kongu réagit plutôt comme un croiseur de bataille, avec un joueur attentif. Donc
c'est qu'un navire qui peut dodger les torpilles. Et là, il écarte 5 km, donc on va voir comment il réagit, s'il a des réflexes. Ouais, il avait des tourelles tournées dans la direction de Polon. Il a dû voir les torpilles et il va tourner sec en freinant. C'est un clair classique. C'est le Yei, hein, c'est l'ARP Yei, c'est pas le Kongu. Le mode Aslan ne met pas les vrais noms des ARP en jeu, j'ai déjà dit. Bah, il va lui faire une Polon, c'est-à-dire un dépôt des 2-7 dans la bouche. Voilà, il fonce. Le Kongu, le temps qu'il recharge. Et il va à une telle vitesse que les tourelles du Kongu n'ont pas le temps de tourner pour choper Nicolas. Voilà, boum, et boum. 3 torpilles au but. Et il a eu le temps de recharger de l'autre côté. Oui, 3, 7, 2 sets de 3 torpilles à chaque fois. Et là, 2 torpilles ont suffi. Et ben voilà, là, il est redéplacé, il a fait 50 000 de dégâts en quelques secondes, ce qui le fait passer de 17 000 à 71 000. Ça, c'est fait. C'est juste... Ah mais c'est infernal, hein, quand vous êtes à bord d'un cuirassé pourtant rapide, vous savez que vous avez les moyens d'éviter des torpilles, que vous tombez sur un casse-cou qui vous fonce dessus à moins de 5 km et qui vous dépose des torpilles dans la bouche, vous pouvez absolument rien faire. Alors là, par contre, Polon a intérêt à être extrêmement prudent, parce qu'il n'a pas encore fini de recharger ses torpilles. Le Phoenix a le reload pour lui tirer dessus, la distance aussi, diablement précis à 7 km, le Phoenix. Il a plein de tirs à tirer dessus. Il est juste à la limite de sa détectabilité. Bon, il y a le nuage de fumée, alors il tire, mais pour y échapper... Est-ce que les tourelles du Phoenix ici... Non, il s'est fait dépoper, ça va. C'est l'Iron Duke la sortie, et là on peut pas vraiment parler de vol de kill de l'Iron Duke. Hein. Il a sauvé la vie à Polon, parce que si le Phoenix avait tourné ses tourelles, le Phoenix ne lui laissait aucune chance. Polon qui a allumé ses anti-air. Comme quoi, quand on vous dit qu'il faut les éteindre à tout prix, c'est valable en début de partie pour pas être repéré. Mais après, c'est circonstanciel. Il ne faut pas hésiter à s'en servir, des anti-air, quand c'est possible. Mais il faut savoir quand les mettre et quand les enlever. Bon, bah là, on va assister à une petite arrosage en règle. À 7 km, on voit que la cloche est assez importante. C'est une cloche qui ne fait que s'agrandir. Hein. Avec le Farragut, elle est tout aussi importante. Et elle ne fait que s'agrandir avec le Mahan et avec surtout les Benson et Haute Fletcher. La Saint-Fernand. Ah, il a... Oui. C'est généreux, Polon, emporté par ses générosités. Mais il a de la chance parce que le porte-avions, il est pratiquement seul. Donc, il a plusieurs cibles pour se protéger et il a décidé de ne pas s'occuper de Polon, de s'en éloigner simplement. Donc c'est pas lui que le Zuyo veut couler en premier. On notera que l'autre survivant c'est le kamikaze, donc voilà, fin de la bataille. On enchaîne avec les écrans. Alors, voilà, c'est une bataille qui n'a rien d'exceptionnel, mais qui fait quand même 84 000 de dégâts, 2460 points d'XP, 124 points d'XP libre. Ça rejoint bien ce que je dis toujours quand on joue en DD. Si vous survivez aux 5-6 premières minutes, vous devenez les rois de la bataille très vite. Et donc, il faut survivre aux 5-6 premières minutes, tout en restant extrêmement précis, extrêmement présent pour les caps, pour les spots. Il faut penser à ça, c'est votre job. En termes, donc il finit premier avec 1608 points d'XP de base, ce qui est quand même confortable. C'est pas mal du tout. Et c'est le kamikaze qui est second avec 1300.
On continue. Rapport détaillé 54 000 sur le Yei. Il l'a. Bon, voilà quoi. Il l'a effacé de la surface de la Terre. 13 000 sur le Zuyo. 9 000 sur le Nicolas. Mis à part donc l'épisode des torpilles sur le Yei, il n'a rien fait d'exceptionnel au canon. Mais il a été présent. Bah, il a capé. Il a pris un cap. Il a fait 72 km. Donc il a été très présent. Euh, 29 000 de dégâts à la HE, 2500 à la P, à la torpille 43 000, voilà, bon, ben voilà, hein. Et à l'incendie 8 000 de dégâts. Ça, c'était pour cette bataille sur le Nicolas. Il n'est pas premium. Commandant a pris 2400 points d'XP de commandant. Allez, pour finir, un petit mot de conclusion sur ce Nicolas, qui est, je le rappelle, l'un des plus vieux navires du jeu, puisqu'il c'était l'arbre technologique des destroyers américains, l'une des premières branches implémentées dans le jeu. À l'époque, il y avait la branche des DD américains, la branche des DD japonais, point, c'est tout, il y a 3 ans. Donc on est en face d'un navire qui a un peu initié le style de jeu des contre-torpilleurs sur le jeu. Ce style de jeu n'a fait que comment dirais-je, peaufiner avec l'arrivée des Russes et des Allemands. On a essayé d'apprendre et de modifier un tout petit peu la stratégie. Euh, Personnellement, je suis pas. J'aime beaucoup jouer les DD américains. Ils ont des avantages énormes. Et le Nicolas n'est que l'amélioration du Thameson. Le Thameson, déjà à la base, commence à vous donner une idée. Et il n'est pas si mauvais que ça, le Thameson. Mais le souci, c'est que son problème, c'est que c'est un tier 4 et qu'on ne retient pas franchement beaucoup les tier 4. De plus, la plupart des missions avec des récompenses sont à jouer à partir des tiers 5. Donc c'est Clemson, on l'oublie très vite, comme un passage obligé, et un navire en quelque sorte didacticiel. Le Nicolas commence à devenir un peu sympa, dans le sens où, avec le Nicolas, on peut obtenir aussi des récompenses. Et là, donc, ça devient nettement plus sympathique. Le gros avantage des Américains, c'est leur smoke, même si dans la dernière bataille, on n'a pas vu beaucoup cette smoke utilisée, au moins pour la durée. Il l'a utilisé, mais juste pour s'enfuir. Mais c'était pas vraiment son argument principal. Voilà, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'effectivement, ça vous aura donné quelques pistes de réflexion sur les DD, enfin surtout le Nicolas, puisqu'on n'a parlé que du Nicolas. J'espère que vous en aurez tiré profit. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, et je vous dis à très bientôt, si vous le voulez bien.